peut être pour moi parce que voilà, 40 ans, c'est soit je décide de rester, soit je décide de partir. Qu'est-ce que je vais devoir faire en plus pour gagner encore plus et avoir une espèce de dynamique qui me fait me lever chaque matin avec de nouveaux objectifs pour foncer. Parce que là, au bout d'un moment, au bout de 20 ans, j'ai l'impression d'avoir tourné en rond, d'avoir fait le tour. Tout à l'heure, tu parlais de la possibilité de prendre ta retraite. Est-ce que tu as des dates butoirs? Est-ce que tu la prends finalement quand tu veux? Est-ce que tu as des contraintes par rapport à ça ou pas? Non, quand je veux, je peux la... Okay. Bon, on est d'accord, faut pas qu'il y ait la fin de suite. Non. Vous êtes ouvert à faire du Airbnb atypique? Ah oui, complètement. Passons maintenant, on va parler que de vous, les associés. Bon, il y aura une conversation à avoir, etc. Je pense pour aller chercher un petit peu, mais ça va faire relever de la dette si vous voulez finir les petits locaux, les endroits, les places qui vous restent. Ouais, pour moi la stratégie elle est claire maintenant. Il vous faut un immeuble de rapport dans votre ville. Bien, bonjour à tous, moi c'est Tom, j'ai 39 ans, je suis marié donc avec Sabrina, on a 3 enfants, 3 garçons. Ça fait 20 ans que je suis coach sportif dans l'armée et j'ai décidé de me lancer dans l'aventure immobilière et c'est pour ça que j'ai choisi de suivre Real Life parce que ça me semblait très proche de mes valeurs, notamment puisqu'ils travaillent, ils évoluent entre frères et ils ont l'air d'avoir une bonne équipe, donc c'est vraiment ce qui m'a attiré. Il y a quelques années, j'ai souhaité aussi me lancer avec mon frère aux alentours de 2018, notamment dans les biens atypiques. Malheureusement pour diverses raisons, ça ne s'est pas produit et j'ai quand même décidé d'en parler à des collègues qui sont devenus des associés. On s'est lancé sur différents projets, des SCI notamment. Nous en avons 2, je pense qu'on abordera le sujet juste après. Et tout récemment, nous avons aussi créé une SAS, donc pour une laverie automatique. En parallèle de tout ça, nous avons également avec ma femme Sabrina une résidence principale, une maison. Voilà, c'était notre premier investissement où nos enfants ont grandi et c'est ce qui nous a forcé et poussé du moins à investir dans l'immobilier. Et maintenant, j'ai complètement envie de prendre un cap différent. Après 20 ans et presque 40 ans, eh bien, j'ai envie de changer de vie, de vivre de l'immobilier, pourquoi pas. Je suis dans l'aventure avec Real Life. Alors ce que j'attends, c'est... J'ai plus le temps justement. Le temps, c'est de l'argent. J'ai pas envie d'apprendre avec des erreurs, même si parfois on peut apprendre avec les erreurs. Mais là, j'ai surtout envie de foncer, d'avoir des bons conseils, d'être cadré pour pas faire d'erreurs et gagner un maximum de temps parce que j'envisage réellement de pouvoir vivre de ça avec Sabrina, qu'on gère vraiment tout ça en équipe, à deux, vers des objectifs qui nous ressemblent vraiment. On a fait le tour dans notre métier actuel puisqu'elle est militaire également et on a vraiment envie de changer. Aujourd'hui, bilan. Donc le but, c'est pas forcément de voir exactement ce qu'on va acheter demain, mais déjà, on va reprendre toute ta situation, où t'en es. Tu vas nous raconter un petit peu tout ça, un peu en détail. Si t'as déjà le DIMO, est-ce que t'en as pas, tes revenus, etc. Si t'as de l'argent de côté, tout ça, ça va nous intéresser. Et il y aura une question qui va m'intéresser aussi, c'est pourquoi tu et vous voulez faire de l'IMO? C'est quoi tes objectifs, où t'as envie d'aller? Parce que ça, c'est souvent des choses où les gens posent des questions un peu, est-ce que je dois aller en nom propre? Est-ce que je dois aller en société? Est-ce que je dois faire ci? Mais ça dépend en fait, il n'y a pas une bonne solution. Ça dépend de ce que tu veux faire. Est-ce que toi, tu vas avoir besoin de sortir du cash? Est-ce que tu veux faire du patrimonial pour plus tard? Est-ce que tu veux en vivre tout de suite? Et en fonction de ça, il y a plein de choses qu'on met en place, de la fiscalité qui n'est pas la même non plus. C'est surtout ça qu'on va regarder aujourd'hui. Le but, c'est de sortir les prochaines actions à faire demain qui soient adaptées à ce que vous avez envie de faire. Je te laisse d'abord dire un petit peu ta présentation précise un peu de ce que tu fais, job, etc. Même ta femme, c'est intéressant, on a besoin des deux. Parce que vous êtes mariés, c'est ça? Oui, tout à fait. On est mariés avec 3 enfants, Ok. un de 14, 11 et 6 ans. On s'est rencontrés, parce que nous sommes militaires tous les deux, donc on s'est rencontrés au sein de l'armée. Je vais te couper régulièrement, c'est pas pour te couper, c'est parce que j'ai des questions qui viennent au fur et à mesure. Vous êtes toujours militaire aujourd'hui? Toujours militaire. Vous êtes sous contrat militaire. C'est quoi? Ma femme est sous contrat, moi je suis de carrière. Ok, ça veut dire quoi? C'est quoi la différence concrètement? À chaque fin de contrat, elle doit re-signer pour un nouveau contrat, alors que moi, maintenant, ça m'arrive, je peux aller jusqu'au bout de ma carrière. C'est équivalent CDI? CDI, tout à fait, Ouais, oui, ouais. complètement. Et ta femme Sabrina aussi, c'est équivalent CDI ou du coup non? Non, sous contrat. Ouais, c'est ça, c'est un CDD sous contrat. Ouais. Ok. Du coup, ça fait combien de temps qu'elle fait ces sortes de CDD dans l'armée, Sabrina? C'est la 15e année. 17 ans, pardon. 17 ans, ça passe. Je la croyais encore si jeune. Bon, elle est jeune, quand même, quand c'est jeune, j'essaie de me rassurer en même temps. Bah ouais, donc au final, elle a quand même l'ancienneté de son CDD qui fait que c'est ultra récurrent, quoi. Tout à fait. En fait, l'avantage de tout ça, c'est que dans l'armée, moi, qui atteins ça y est, j'ai les 20 ans, je peux prétendre à une retraite qui est ce qu'elle est, hein, bien évidemment, mais c'est aussi, et surtout pour ça, on y reviendra peut-être, que je souhaite partir parce que je peux avoir une retraite à jouissance immédiate. Bah justement, parlons-en maintenant pendant qu'on y est. Aujourd'hui, c'est quoi tes revenus? Et si t'arrêtes, qu'est-ce qui va te rester? Je suis à 2008. T'es à 2008 net pour toi? Oui. Et ta femme, elle est à combien?
2009. Ok. Bon, elle est là, les amis, hein. Sa femme est juste là, c'est qu'elle ne souhaite pas être sur les écrans. Donc s'il y a du regard, c'est qu'on valide, on valide en direct. Et donc si toi tu veux prendre ta retraite demain, Là, dans l'état actuel des choses, un peu plus de 1000 euros. Bon, après, que 20 ans de carrière, donc, bien sûr. par rapport à la situation, et on en reparlera, mais c'est aussi surtout pour ça que je veux partir, parce que une autre carrière peut être pour moi, parce que voilà, 40 ans, c'est soit je décide de rester, soit je décide de partir. Et Bah, la volonté actuelle, elle est de partir. Ça va ouvrir la question de c'est quoi justement ta vision peut-être de ta seconde vie que tu as envie d'ouvrir. J'ai la sensation qu'il y a quand même ça. T'aspires à faire quoi? Pourquoi tu veux faire du limo dans le but de quitter ton job, pas ton job? Alors, c'est assez simple de base, c'est-à-dire que j'ai une équipe, je travaille avec une équipe, moi, et on s'est tous donnés dans le boulot, et on se rend compte qu'il n'y a pas de méritocratie, qu'on bosse très très fort, et que l'autre d'à côté bosse moyennement, à la fin du mois on aura la même paye. Et j'ai mis longtemps à ouvrir les yeux là-dessus, et finalement j'ai dit mais c'est plus possible, j'ai envie de me lever le matin, de me fixer des objectifs pour me dire bah tiens, aujourd'hui on va faire ça, 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 et grâce à tout ça, je gagne ça à la fin du mois. Qu'est-ce que je vais devoir faire en plus pour gagner encore plus, et avoir une espèce de dynamique qui me fait me lever chaque matin avec de nouveaux objectifs pour foncer, parce que là au bout d'un moment, au bout de 20 ans, j'ai l'impression d'avoir tourné en rond, d'avoir fait le tour. Je deviens un peu feignant parce que je dis j'ai plus envie de le faire. Je me suis lassé. Et j'ai pas envie de partir aigri de mon métier qui m'a offert beaucoup d'opportunités, se challenger, lancer un nouveau départ. Et puis on a eu la chance d'acheter notre résidence principale. J'adore les travaux, j'ai vu mon père faire ses travaux dans sa maison, mon frère fait les travaux, j'adore ça. Puis je me suis lancé, on en reparlera tout à l'heure, avec des associés. Ça me plaît. Et puis du coup, ma femme, qui n'était pas trop dedans initialement, elle a dit tiens, je voudrais bien, suite à ce qu'on a monté là récemment, elle a dit finalement ça me plaît, et de faire quelque chose tous les deux, finalement ça pourrait être hyper intéressant. Ouais, c'est dynamisant aussi d'un point de vue perso, quoi. Oui. Ok, en termes de trésor, comme ça on finit un peu la partie calcul, vous en êtes où d'un point de vue épargne perso? Il y a quelque chose qui était assez spécifique à l'armée, ce qu'on appelle l'ASAC. Moi j'ai un peu plus de 40 000 dessus. C'est comme une sorte, 42 000 même, etc. 42 000, c'est effectivement comme assimilé à une épargne retraite, mais sur laquelle je peux toucher. L'objectif est de ne pas y toucher, bien évidemment. Je souhaiterais ne pas y toucher pour l'instant. Et ensuite 20 000 là sur le livret A. Ouais, t'as des conditions, parce que je sais que souvent sur les comptes entreprises et Perco, t'as des conditions des fois pour les débloquer. Oui, là, c'était ça les 8 premières années. Et maintenant, maintenant t'en jouis comme tu veux, quoi. Damien, tu vois autre chose qui pourrait t'intéresser d'un point de vue bancaire? C'est lui spécialiste, Damien il a été 15 ans banquier, donc c'est vraiment ça. Après, si ça dépend si tu veux rentrer dans le détail tout de suite au niveau des charges, crédit en cours, niveau, tout ça. Il nous faut tout, on va rentrer dedans. Effectivement, charge RP, et puis qu'est-ce que tu as déjà en IMO, et puis voir un petit peu le profil bancaire au global. Ouais, c'est ça, RP, on va commencer par résidence principale. Vous l'avez acheté quand? Combien? Est-ce que vous avez un nom en 2018. Ok, 2018, achat RP. Vous avez fait construire ou vous avez racheté? Non, on a acheté. Pareil, avec la RP. contrainte d'être militaire, on s'est dit tiens, si à chaque fois on peut bouger. Donc on a acheté, elle nous plaisait bien, on se sentait bien. On l'a acheté 208 300. Vous avez acheté ça à 50-50 du coup avec... Oui, Vous êtes en indivision. Et juste une question également. Vous êtes marié, vous avez fait un contrat de mariage en particulier? Non, pas de contrat de mariage, mais on est... Régime de la communauté. Ouais. Ok. Et sur ces 208, vous avez mis de l'apport, vous avez tout levé en dette à la banque? Pas d'apport. Pas d'apport du tout, vous Non, avez fait 100% en banque? Ok. Pareil, le profil était intéressant pour le banquier. Bien sûr, il m'a dit je prends des risques. On connaît les banquiers, on les connaît. Et vous avez fait un prêt sur combien de temps? 25 ans. 25 ans, et ça te fait une mensualité de 842. Et ça, vous souhaitez la garder, cette RP? Oui, on n'a pas d'objectif après. Par contre, parce que j'aimerais, si on fait des investissements, ça serait de pas rester dans la région. Le bassin d'emploi est trop faible. J'ai l'impression que c'est pas trop la bonne gâche, même si ça s'étudie quand même. Est-ce qu'elle est cette RP-là? À Saint-Lizier, en Haute-Marne. Et ma femme est originaire de Metz. Ok. Donc voilà, c'est les petits coins qui nous intéresseraient un petit peu, se rapprocher. Moi, ma famille est originaire de Nancy, donc ça va être compliqué, mais je pense qu'on arrivera à travailler ensemble quand même. 54, 57. Et du coup, en IMO, vous avez déjà fait des choses alors? Oui, tout à fait. Alors comme je disais un petit peu dans la présentation, je souhaitais, pour diverses raisons avec mon frère, j'ai dit tiens, viens on se lance, et c'était la monte. Ça commençait tout doucement en 2018, les Love Rooms. On avait trouvé un bien sur Nancy devant la PEP, la pépinière. On a fait l'offre. Et puis les statuts, etc. on a commencé. Et pour des raisons diverses, mon frère m'a un peu lâché. Et c'est comme ça s'est passé comme ça. Et tant mieux, il n'y avait rien d'engagé. Et puis j'ai laissé un petit peu de côté. Finalement, j'en ai parlé à mes collègues
qui étaient des amis. Ils n'étaient pas trop chaud love room, mais ils ont dit pourquoi pas en IMO simple dans un premier temps, et après on garde quand même en tête la love room. Et c'était en Haute-Marne, donc on a créé en 2021, enfin on a acheté un immeuble sur 2 étages. Donc la love room, ça s'est pas fait? Non, ça ne s'est pas fait malheureusement, donc, mais c'est toujours resté dans la tête. Mais c'est toujours resté. Du coup, la première acquisition, c'est un immeuble en Haute-Marne, c'est ça? Oui. En SCI du coup? En SCI. Et donc vous êtes combien d'associés là-dessus? On est 3. 3 associés. Il y a toi et 2 de tes amis, c'est ça? C'est ça, 2 collègues. Vous êtes à 33% chacun, j'imagine? Oui. Ok, elles sont détenues par vous, personne propre, les parts de l'SCI, où il y a des holdings dedans? Non, pas de holding. Pas de holding. Donc c'est un immeuble de 2 étages et en bas il y a un local commercial. Et du coup, il y a combien d'appartements? On a retapé tout au-dessus. Potentiellement, il pourrait y en avoir 2, mais pour l'instant on en a fait un parce que c'est un grenier aménageable, mais vraiment pas sous pente. Il y a 1m60, enfin c'est vrai. Non, mais. Beaucoup de caresses quoi. Ah, si. Bon, justement, la toiture tombe à 1m60. Donc, ah oui, pas au fêtage là-haut, mais au plus bas, ouais. Il y a un beau plateau, on a tout mis à nu, donc c'est beau. Mais le pourquoi du comment, on n'a pas créé ça, encore une fois. Lorsqu'on a acheté cet immeuble, il y avait un magasin bio qui essuyait toutes les crises, puisque même durant le Covid, c'est resté ouvert. À peine un an et demi après, la personne qui tenait le fonds de commerce nous a un peu mis dans la panade là, elle a pu payer, on a commencé des démarches, huissier, etc. Elle s'est remise à payer, on a été un peu trop gentil, on n'a pas fait les requins, et finalement elle a complètement tout abandonné, elle nous a mis le temps qu'on renvoie des courriers, un mois, il faut attendre, un autre mois, il faut attendre, ça a été au tribunal. Je vais sauter un petit peu d'étape, mais c'est en totale corrélation parce qu'on a décidé, qu'est-ce qu'on fait? On perdait de l'argent sur le logement du dessus pour rembourser l'immeuble, donc on a dit qu'on remet quelqu'un dans le commerce, ou alors on souhaite faire notre propre commerce. C'est pour ça qu'en 2025, je saute un tout petit peu d'étape, mais c'est là qu'on a créé la laverie libre service. Plus d'ennui avec ça, on crée nous-mêmes notre business et ça. Donc on a créé une SAS. Ah, c'est smart, on va y revenir. Alors là, du coup, sur celui-là, tu as un local commercial au rez-de-chaussée, un logement au-dessus. Oui. Il est loué celui-là? Oui, et alors au début il était en longue durée. Dès que la personne est partie, on a dit tiens, on tente en BNB. Oui. Ouais, donc on l'a. Et aujourd'hui c'est toujours comme ça qu'il tourne? Oui. Et il génère combien à peu près mensuellement? Entre 800 et 900 et c'est un T3. Vous l'avez acheté en l'état le bâtiment, ou vous avez fait beaucoup de travaux dedans, ou c'était un peu du clé en main? Non, c'était pas du clé en main du tout. Ouais. Très vieillissant, la ville est très vieillissante et on a tout refait. D'ailleurs, on a changé le sens de l'appartement dans le but justement de créer un deuxième dans les combles, donc on était obligé parce que les combles étaient directement reliés à l'immeuble. C'était même pas, il y avait un escalier en colimaçon de l'appartement qui montait directement dans le grenier, alors que nous on a complètement scindé tout ça. On l'a fait en U, alors que lui initialement il était en rond, on pouvait tourner dedans. Ok. Et donc il te reste les combles qui sont pas aménagés? Oui, parce que la trésorerie n'était plus bonne, il fallait absolument qu'on se remette. Et là. Vous l'avez acheté combien cet immeuble? L'immeuble plus travaux? 197 000, donc 198 000 parce que avec un 23 mois de différé en plus. Vous avez fait un prêt là-dessus? Oui. Sans apport, vous avez fait tout financement? Sans apport. Aujourd'hui, vous avez un compte lié à cette SCI, j'imagine, un compte bancaire. Il y a de la trésorerie dessus ou pas du tout aujourd'hui? Oui, ça y est, ça remonte bien grâce au BNB et en plus la laverie qui, elle, paye le loyer. Parce qu'elle est fonctionnelle, la laverie? Ah oui. Ok, donc depuis 2025, vous avez fait une laverie automatique. Ok, et au final, la trésorerie sur la SCI aujourd'hui, elle est de combien là? 18 000. Ouais, 18 000 carrés dessus. Okay. Est-ce que du coup, vous avez fait un montage particulier pour intégrer la laverie à la SCI? Comment vous avez... Non, parce que les murs nous appartenaient. Ouais. Après, le fonds de commerce, lui, il a été repris par les huissiers, etc. Et nous, du coup, le local, comme il nous appartenait, eh bien, on a directement fait notre laverie dedans. Ouais, c'est ça. Et du coup, c'est la SAS qui paye un loyer à la SCI? Et c'est ça. Ouais, c'est ça. Okay. Et vous rémunérez combien pour louer le... Là, on se met 1200. Ok, donc là, on a une défaillance d'associés quand même. Et lui, il est pas prêt à laisser ses parts? On n'a pas encore abordé le sujet, parce que nous, on aimerait, avant de lui en parler, avoir toutes les billes pour savoir comment faire. Ouais, donc, soit tu changes mec, et puis ça peut avancer, mais si tu restes comme ça, on ne pourra plus avancer ensemble. Ouais, bien sûr, bien sûr. Est-ce que pour financer la laverie, vous avez fait comment? Vous avez dû refaire un nouveau prêt ou... Oui. Ouais. Vous avez relevé combien? Donc ça, c'est en plus des 198 pour lancer la laverie? Ce 198, c'est l'acquisition et les travaux du logement. C'est ça. Et ensuite, fait avec la SAS, du coup, c'est la SAS qui a emprunté cette fois? La SAS a emprunté. Et ce qui était beaucoup plus simple, encore une fois, Crédit Agricole, parce qu'ils voyaient qu'on était sérieux dans la première SCI. L'investissement de base n'était pas si important que ça. À savoir, donc, dans les travaux, 30 000. Et puis ensuite, on a opté pour un crédit bail de 60 mois pour les machines, donc 52 300. Ok. Non, avec option d'achat à 1% à l'issue des 5 ans. Sur les 200 mètres carrés de local commercial, elle en prend 80, donc il y a 120 qui ne sont pas exploités aujourd'hui. Plus
Les combles, ça représente combien de mètres carrés les combles? Les combles entre 70 et 75 mètres carrés. Et donc là, la difficulté, c'est exploiter ça tant qu'il y a des petites divergences d'opinion entre les associés, quoi. Exactement. Pour pas réinjecter de l'argent et reconstruire un truc avec peut-être un associé qui défaille, quoi. Ok. Sur la laverie, pour voir comment ça fonctionnait, on a même laissé des espaces encore, des espaces machines, parce qu'on voulait voir un petit peu comment ça peut prendre, et on a de quoi en rajouter une et un séchoir. On a optimisé l'intérieur en mettant un distributeur boisson et des upsells un peu à côté. Tout à fait, et un locker. Et ça marche? La base, oui, le locker c'est bien, ça met de la visibilité. Les gens, c'est la poste, nous louent l'emplacement, donc on a 3 mètres linéaires, 40 € le mètre linéaire, toujours un petit apport. Ouais, puis c'est surtout la visibilité là, qui est plus important que la renta directe en fait. C'est une renta indirecte. Et en machine, vous avez combien de machines non? 5 machines et 2 séchoirs. Ok, et donc les rentas sont pas dégueux, donc ça pourrait même être une augmentation de la taille de la laverie, mais pas sur 120 mètres carrés. T'as des idées un peu de ce que tu pourrais faire du coup, tu me disais là? Derrière, des box de rangement. Et il y aurait possibilité d'avoir des entrées indépendantes. Exactement. C'est déjà ce qu'on a fait. On a créé, en créant la laverie, on a créé une paroi parce que initialement, c'est des vieilles bâtisses. Pour accéder au logement du dessus, il fallait passer par le magasin. Donc nous, directement pour exploiter le logement, on avait fait un couloir à gauche, ce qui réduisait un peu la taille du magasin, mais finalement pas grand-chose par rapport aux 200 mètres carrés. Et donc là, ça ferait 7 accès qui permettraient d'aller au logement, mais également accéder derrière, qui actuellement est notre réserve finalement, où on stocke des choses. Et je tiens à préciser que je suis un exemple parfait pour tous ceux qui nous regarderont, c'est que moi je m'y connais, mais vraiment pas beaucoup, et c'est aussi pour ça que je recherche cet accompagnement, parce que comme on est 3, on a décidé un petit peu de diversifier les tâches, et je commençais à me saoulé, mais de ne pas pouvoir tout gérer ou au moins tout comprendre. Et c'est toujours facile, et c'est uniquement de ma faute, un peu feignant, de se dire tiens, puisque tel et tel associé maîtrise ça, je lui laisse. Et là, en fait, c'est un réel coup de pied aux fesses qu'il faut que je me mette pour pouvoir apprendre à gérer tout ça. Et ma femme, elle est très très dynamique, et là-dessus, sur les papiers, un papier qui arrive, c'est géré dans les 15 minutes, je l'ai même pas vu. Et ça, c'est la facilité, et j'ai envie de sortir de ma zone de confort et apprendre à gérer tout ça. Que toi, tu fais quoi parmi les 3 là sur ce écosystème? À chaque fois, on se répartit en fonction. Là, on prend la laverie. Moi, j'avais travaillé sur toute l'enseigne, être en contact avec les fournisseurs, les choses comme ça. Pendant qu'un gérait plus la domotique, l'électricité, l'autre collègue gérait tout ce qui est papier, contact avec la banque. On continue l'état des lieux, mais on reviendra sur ce sujet-là, parce que là, cette SCI, elle a que ça comme bien? Oui. Ouais, ok. Et une autre SCI? Et on a une autre SCI, puisque la première fonctionnait bien, on a dit tiens, retentons l'expérience, parce que c'était à terme ce qu'on désirait faire, c'était en faire 1, 2, 3, etc. etc. Il y a qui dans cette SCI? Toujours les 3. Ah oui, donc le problème se reporte sur l'autre SCI. Enfin 3, mais il y a ta femme indirectement, parce que vous êtes mariés, donc indirectement. On est tous mariés, donc oui, donc vous êtes 6 quoi. 6, mais dans le montage, on a fait en sorte que, puisqu'on a créé ça, on a la majorité, et pas les pièces rapportées, mais nos moitiés ne peuvent pas être majoritaires lorsqu'ils prennent des décisions. Ok, donc celle-là, elle a 25 box, tu m'as dit, 25 garages? Et une maison. C'était finalement, et en plus elle est proche, elle est en ville, et c'est un ancien corps de ferme qui a été exploité en garage depuis des années, puisqu'on a racheté en l'état, et une maison qui a été à l'intérieur rénovée, un petit refresh à l'intérieur. Ok, ça c'est depuis quand ça? Depuis 2022. Donc aujourd'hui c'est tout exploité, j'imagine? Oui, et puis l'avantage avec les garages, c'est que dès qu'il y en a un qui part, c'est du bouche à oreille, ça fuse. On a même une petite liste d'attente avec des gens qui souhaitent en avoir, parce qu'en ville ça sert soit pour mettre le véhicule, ou encore comme des box de rangement, il y a tout, rien. On a même des clients fidèles qui sont là depuis des années qu'on a récupéré. On a remis à plat parce que le mec avant nous, il venait prendre un peu la fraîche. Nous, on a vraiment fait signer des contrats, et ça revient, c'est des virements. Vous avez emprunté pour cette acquisition-là? Oui. Alors c'est les mêmes lots, vous avez fait qu'une opération, oui, les deux étaient fusionnés avec? Oui, garage et maison. C'est sur la même parcelle de toute façon. Oui. C'est en U finalement. On a exactement le même, donc on va en parler. Nous, on a une grosse foncière, pareil, une grosse maison où on a fait 5 apparts, il y a 280 mètres carrés, plus 17 garages, box, etc. Donc, et au-dessus des garages, j'ai une plateforme en dur en plus, avec un sol, une chape, etc. de 80 mètres carrés exploitable. Elle est nue, elle est sous toiture, donc encore une fois, à terme, on attendait que ça monte sur la trésorerie encore. Pour pouvoir y faire quelque chose. Il fallait pouvoir, si on a dit on l'exploite pour y faire des box de rangement, alors il fallait un accès assez pratique, pas des escaliers, on voulait pas. Si on doit y stocker un canapé, peut-être pourquoi pas une plateforme qui se lève, un petit monte-charge ou autre. En tout cas, il faut travailler là-dessus. Et donc du coup, vous l'avez acheté combien cet ensemble? 200 000. Et aujourd'hui, la maison,
Elle est exploitée comment? Elle a été divisée, pas divisée? Elle est louée entièrement? Ça représente quoi la maison? Non, il y a quelqu'un dedans. Ouais, c'est du location à l'année du coup? Oui. Ah, il y avait déjà quelqu'un, ouais. Non, ça n'a pas arrêté de changer, on a eu plusieurs fois, mais à chaque fois ça s'est très bien passé. Ok. Mais là, ça va faire un peu plus d'1 an qu'on a la même personne et ça se passe bien, elle s'y sent bien en tout cas. Et elle paye combien là-dessus de loyer? 650 parce qu'avec les garages, on a 1960 qui rentrent. La maison, c'est du nu ou du meublé? C'est nu. C'est du nu. Là, t'as 1900 qui rentrent et t'as combien qui sort? 1098. Je suis pas encore BZF, c'est pour ça qu'on a fait une petite augmentation. Initialement, quand on avait pris tout ça en 2022, c'était à 50 €. Tous à 50 €. Ouais. Et nous, on a décidé d'augmenter un petit peu les plus grands. Et certains, ça faisait des décennies qu'ils étaient là. Et ils n'ont pas trouvé de. Ils ont dit non, mais pas de souci, moi de toute façon, je suis trop bien dedans, donc je peux bien mettre 5 ou 10 € de plus. T'as de l'élec? Ils ont l'élec ou pas? Oui, certains garages ont l'élec. Ouais. Ça va entre 15 et 20 mètres carrés, mais en plus, ils peuvent stocker en hauteur, etc. Donc, faut que tu les augmentes. C'est cher ça. Ouais, c'est ce qu'on nous dit, Et ça aussi, il faut qu'on le travaille dans notre trinôme, là, c'est qu'on n'a pas encore les dents assez affûtées. Ça, faut aller chercher de là. Parce qu'en fait, le problème des garages, ça peut être, nous, ce qu'on a fait pour te donner une idée, c'est pas forcément ce qu'il faut que tu fasses, mais ça peut te donner une piste de réflexion, même à terme. C'est que nous, on a exactement la même chose que toi. Une maison, bon, du coup, qui a 5 lots, peu importe, et nos garages. Aujourd'hui, on a décidé de découper par géomètre nos 17 garages et de les revendre à l'unité. 15 000 € pièce. Ce qui fait qu'en fait, quand tu vends une partie de tes garages, bah, t'as plus de prêt bancaire en fait. Ce qui fait qu'après tout le reste c'est pour toi. En fonction d'eux, ça pourrait se réfléchir. Parce qu'en fait, nous après on les en nom propre, donc c'est différent. Parce qu'un garage c'est bien joli, mais c'est du nu, c'est pas du meublé. Donc l'amortissement il est pas terrible. Mais toi c'est de l'IS, donc de toute façon ça change rien dessus. Mais t'as pas de charge sur un garage. Donc certes ça rentre, mais tu prends de la fiscalité directe parce que t'as aucune charge à passer, donc tu peux rien amortir du tout. Là, dans les 200 000, vous avez combien de travaux? On n'a rien fait en travaux. Ouais, donc ça veut dire qu'en plus vous avez pas forcément beaucoup d'abattement de charge quoi. Non. Ce qu'on a changé c'est un Velux, une porte. Ouais, donc potentiellement, c'est essayé à prendre l'IS. Tu sais un peu d'un point de vue fiscal ce qu'apprend ou pas? Non, malheureusement. En tout cas, nous, l'objectif de tout ça, on s'est jamais rien sorti, que ce soit en dividende, rien du tout. On a tout laissé. Elle a quoi comme trésor cette SCID aujourd'hui, là, à l'heure où on parle? Elle a presque 10 000. On va prendre l'IS, ça c'est sûr. Ouais. Et il reste 80 mètres carrés qui peut exploiter. Qui pourrait se faire en Airbnb, tu penses? Ah, il y aurait beaucoup de choses à faire. Bon, on dira c'est nu, donc oui, tu me diras, si tu veux faire un logement qui soit Airbnb ou pas, faut tout faire quoi. Ouais. Ok, c'est tout ce qu'elle a, cette deuxième SCI? Oui. Est-ce qu'il y en a d'autres? Non, c'est fini. Pour l'instant. Tous ces biens sont à peu près au même endroit ou c'est... Oui, dans la ville, alors par chance, la laverie et donc la première SCI, tout est dans le même lot et c'est à peine à 5 minutes de route en ville également pour les garages. C'est là où tu as des RP ou c'est côté Nancy? Non, c'est où on a la RP. Okay. Nous on est dans un petit village aux alentours, on est à 15 minutes de route. Alors si on parle maintenant de mon objectif personnel, avec Sabrina et moi, effectivement oui, nous c'est de pouvoir justement pas faire comme on fait là, laisser de l'argent sur nous c'est à terme. Moi j'ai envie de dire même à moyen terme, c'est de pouvoir en vivre, sortir un salaire et gérer ça. Est-ce que tu te situes comment par rapport à au-delà de la situation actuelle? Est-ce que tu envisages de retravailler avec ces personnes-là? Est-ce que dorénavant c'est seulement avec Sabrina et vous partez sur des choses Voilà, différentes? l'objectif c'est Sabrina et moi travailler uniquement tous les deux. Et je suis assez content parce que en amont, par rapport à mon métier, j'avais aussi créé des e-books, je vendais des programmes, j'ai une micro-entreprise dans le coaching, mais qui ne génère pas, c'est que des petites prestations par-ci par-là, c'est pas non plus quelque chose avec laquelle je peux vivre. Ouais. Et c'est un des premiers projets où Sabrina, on a trouvé des atomes crochus où on peut fusionner et travailler, aller dans la même direction. Et ça l'intéresse et donc ça m'a boosté, ça la booste également. Et donc on attendait avec impatience ce bilan parce que c'est ça l'objectif. Enfin se détacher du trinôme dans lequel on est. On n'a pas parlé tout à l'heure, donc à côté de ton contrat militaire, tu as quand même une micro-entreprise toi. C'est quoi son chiffre d'affaires à l'année cette micro? Ah malheureusement c'est à la prestation. Quand je suis... C'est à la presta. Et ça fait combien de temps que tu l'as ouverte cette machine? Je l'ai ouvert l'été dernier. Et t'as de la trésor un peu dessus, tu la fusionnes à ton compte perso, non? Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça, c'est fusionné à ton compte perso. Mais tu saurais dire à peu près, sur une année, ma question, là où je veux en venir, c'est si demain tu quittes l'armée pour te mettre à temps plein, est-ce que cette activité, tu peux la garder en parallèle et est-ce qu'elle est rémunératrice ou tu la considères quasi inexistante? Pas pour forcément en vivre à part entière, mais est-ce qu'elle va te ramener 10, 15, 25 cas par an, tu la situes où? Puisqu'elle est créée maintenant, effectivement, il s'agirait de démarcher et je pourrais maintenant vivre de ça grâce à ma micro-entreprise, effectivement. Mais là, comme c'est pas le but... Ouais, voilà, c'est parce que pourquoi j'ai créé cette micro-entreprise? J'ai fait des prestations via
des personnes là, pour travailler pour eux. C'était nécessaire pour la comptabilité de payer une facture. La première fois, ça a pu payer un petit peu comme ça, mais c'était pas terrible. Donc là, pour mettre tout à plat et faire ça dans les règles, j'ai créé cette micro-entreprise. C'est pour ça que je déclare fréquemment, chaque mois 0, 0, 0. Et d'un seul coup, j'ai une presta et là, je peux déclarer. Oui, bien sûr. Ok. Donc, tout à l'heure, tu parlais de la possibilité de prendre ta retraite. Est-ce que tu as des dates butoirs? Est-ce que tu la prends finalement quand tu veux? Est-ce que tu as des contraintes par rapport à ça ou pas spécialement? Non, quand je veux, je peux la... Okay. Bon, on est d'accord, faut pas qu'il la prenne tout de suite. Non. Et alors du coup, ça, avec Franjo, on avait pu en parler, puisque je commençais à être un petit peu lassé du travail. Elle m'a dit, justement, tu vas être reboosté dès que tu vas créer quelque chose, te dire que la situation actuelle t'est bénéfique pour avancer. Donc, ce qui n'était plus le cas actuellement, puisque je tournais en rond. Oui, ça ne servira à rien. Là, c'est pas Damien qui va nous contredire sur cette partie bancaire, mais... C'est ce que j'allais dire. Là, effectivement, même si c'est compliqué, là, en gros, il faut que tu profites à fond, que tu lèves le plus possible de financement. Et quand tu vas atteindre un petit peu ce plafond de verre où tu vois que ça devient compliqué et que tu es obligé de faire 50 banques comme Steven et Jordan pour un financement, là, effectivement, tu pourras te poser la question de prendre la retraite et tu auras déjà fait le plus dur et lever le plus de fonds possible. Donc je rejoins effectivement Steven et Jordan de profiter de vos statuts. En plus, les statuts militaires, la banque elle vous mange dans la main parce que c'est quelque chose de sûr, c'est l'État. Donc il faut profiter de vos profils entre guillemets très appréciés par nous-mêmes, par les banquiers, pour lever de la dette. De toute façon, faut avoir la lucidité. Demain, tu prends ta retraite, tu retombes à 1000 balles de retraite. Avec l'endettement que tu as, c'est sûr que c'est fini. Donc ça n'a pas d'intérêt. Maintenant, ce qu'il faut, c'est lever le plus possible, le plus rapidement possible cette année pour faire le plus de cash possible. Donc déjà très clairement, si tu veux faire du cash pour ta famille, il faut oublier les associations dans un premier temps parce que forcément tu dilues. Là on dit qu'il y a 10, 15, 20 000 sur des boîtes mais finalement il n'y a qu'un tiers qui t'appartient. Si tu te le sors, faut payer une flat tax donc finalement il y a peanut quoi. C'est plus patrimonial qu'autre chose. Exactement. Ou ça va mettre du temps, là où tu as la laverie ça va accélérer un petit peu mais avant qu'elle soit financièrement significative, vous divisez en 3 et je te dis que tu sors la flat tax de dividende avant que tu puisses en vivre. Et c'est vrai que c'était le discours du Trino mais on s'était dit on met couvert nos familles, ils ont des enfants également, donc c'était ça, c'était sur de long terme. Et voilà, c'est du long terme, non mais bien sûr, c'est une bonne chose, ça fait pas beaucoup d'encours parce que 200 ça vous fait quoi? Ça fait grosso modo 400 000 euros de levée, divisé à 3, ça fait même pas 150 000 euros par tête. Vous êtes ouvert à faire du Airbnb atypique? Ah oui, complètement. Passons maintenant, on va parler que de vous, les associés, bon, il y aura une conversation à avoir, etc. je pense pour aller chercher un petit peu, mais ça va faire relever de la dette si vous voulez finir les petits locaux, les endroits, les places qui vous restent. Et c'est aussi ça, qu'on s'est essoufflé, peut-être les conflits sont aussi nés comme ça parce qu'on a voulu faire beaucoup de choses nous-mêmes et on s'est essoufflé, on s'est fatigué. Et après, ça a généré des petits conflits et c'est plus bon. Donc, je m'entends encore très bien avec un de mes associés. Donc, c'est déjà ça, on est comme ça. Mais je veux plus faire ces erreurs-là non plus. Parce que ça a été au détriment de nos familles et si je parle plus précisément de moi, de ma famille parce que les enfants me voyaient plus, Sabrina me voyait plus. Moi, j'avais la dynamique de dire mais t'inquiète, ça va payer un jour ça va payer. Mais on n'avait pas la même vision en tout cas. Et elle avait à juste titre, les enfants ne me voyaient plus, elle dit ouais mais c'est cool mais on voit pas l'argent et on ne voit pas l'argent. Ça met du temps. Et pourtant on a fait un apport parce qu'on avait fait un apport sur compte courant pour la deuxième SCI qu'on a récupéré ensuite pour injecter dans la SAS qu'on pourra récupérer en C4. Oui, il y a un peu de compte courant d'associés qui traîne quand même quoi. Il y a quoi à peu près en enveloppe de compte courant d'associés? 3 000 par personne. Ouais, ok. Ouais, pour moi la stratégie elle est claire maintenant. Il vous faut un immeuble de rapport dans votre ville. Je pense que vous avez un intérêt fiscal à le prendre en nom propre parce qu'on va aller le chercher à travaux. Donc ça va vous exonérer quelques années d'être en LMNP. Derrière, si tu prends ta retraite, tu auras ta TMI qui va encore descendre plus. Donc franchement, c'est pas déconnant. En sachant que vous voulez en vivre, donc repasser en société, se remettre à l'IS pour reprendre une flat tax pour sortir de l'argent, ça me paraît pas ultra judicieux. Pour moi, une indiv à vous deux, c'est top. Donc là, par rapport à tout ce que tu dis, ça serait comme finalement la résidence principale, un emprunt simple. Pour moi, il faut aller lever de la dette sur une maison qu'on divise en plusieurs lots, le plus gros qu'on peut acheter, parce que plus tu vas prendre de l'eau, plus on va réduire les coûts de rénovation, etc. Parce que là, tu vas pas tout faire toi-même, parce que si tu sors 4 ou 5 apparts 3 mois, ils sont vraiment pas plus près de te voir. Donc, on va créer de l'amortissement, ce qui va nous permettre, même si tu es en nom propre, parce que l'imposition en nom propre, ça te parle, tu vois un peu comment ça fonctionne, tranche marginale d'imposition. Non. Tu regarderas les modules. Mais grosso modo, vous avez vos salaires qui se cumulent, vous déclarez, je sais pas, là vous êtes peut-être à 40, 50K annuels. À ça, l'impôt il est progressif en France. Au début, vous n'êtes pas imposé sur les 0 à 11 000 euros. Ensuite, de 11 à 28, vous allez prendre 11% d'imposition. Ensuite, vous passez dans la tranche à 30%, 41%, 45%, etc. etc. Donc en général, pour te la faire très courte, plus quelqu'un gagne bien sa vie, plus investir en nom propre, souvent c'est pas top parce que du coup, quand tu vas investir en nom propre, tes loyers venant de l'immobilier
vont tout simplement s'ajouter à tes salaires. Donc si toi, avec Sabrina, vous déclarez, j'ai une bêtise, 50K sur votre déclaration à l'année à vous deux, vous déclarez 50 000, que vous achetez un immeuble qui tourne et qui fait, je dis une bêtise, 80 000 euros de loyer brut à l'année, vous déclarez plus 50, vous avez déclaré 130. Donc ça s'ajoute à votre revenu personnel. Donc ils vont venir s'ajouter dans la tranche marginale que vous êtes actuellement. Donc ça va prendre la plus haute, parce que c'est ce qui vient s'ajouter. Donc si vous êtes à 30%, cet impôt va prendre 30%. Donc plus les prélèvements sociaux 17,2, ça fait quasiment 50% d'impôt sur ce qui reste de bénéfices sur l'IMO. Maintenant, quand on a des plus petits revenus, on a des tranches marginales qui sont plus faibles, ça peut être plus intéressant de passer en nom propre. Et quand souvent on gagne bien sa vie, on passe en société parce que l'IS c'est de 15% au début, on a un abattement, donc c'est plus intéressant. Sauf que vous, à terme, tu gagneras pas d'un point de vue salarial, bon de retraite, si tu prends ta retraite, pas grand chose. Et si on part sur des travaux, de toute façon, tu n'auras pas d'impôt pendant plusieurs années. Donc de toute façon, d'ici que tu sois à la retraite, tu paieras pas d'impôt et on arbitrera entre temps. Donc passer en nom propre, ça me paraît plus adapté que passer en société. Honnêtement, ça me paraît beaucoup plus adapté. De toute façon, que tu fasses une SCI avec Sabrina tous les deux ou que tu achètes en nom propre, d'un point de vue bancaire, ça sera exactement la même chose. Ça sera la même chose parce que souvent on dit oh, passe en SCI, on passe en société, Damien va nous le confirmer, mais ça va rien changer du tout parce que le volet SCI, elle est perso, elle fait de l'immobilier perso. Crois-moi que l'endettement il va être le même. Ils vont tout mettre parce qu'au final, là, c'est pour ça que je t'ai demandé tout à l'heure si vous avez des holdings parce qu'en fait, en réalité, c'est ok, t'es une SCI, mais qui détient la SCI? Toi, personne physique ou une entité morale, par exemple une SAS qui sera ta holding. Et là, c'est toi qui la détiens. Donc finalement, l'encours il est sur ta tête quand même. Donc ça change absolument rien. Donc là, moi, refaire une SCI, pour moi, ça n'a aucun intérêt. Faut partir en nom propre et faut faire comme disait Jordan tout à l'heure, faut faire un projet à cash flow. Moi, je vois quand même un intérêt de faire du Airbnb parce que forcément, ça va faire plus de cash. Alors, ça fait justement partie de mes questions, parce que j'avais échangé avec Fangeur, etc. Mais investir loin de chez nous, sans pouvoir gérer, ou à domicile? Donc là, tu as répondu en disant vaut mieux dans ta région. Moi, je te conseille. Et dans la région, tu regarderas un petit peu, c'est plus intéressant d'acheter que de louer. C'est-à-dire nous, on a eu tout intérêt à acheter plutôt que de se mettre en location. Ah, tu veux on rembourse moins parce qu'on a acheté que si on se mettait en location. À savoir que donc, sur la base aérienne qu'on est, c'est la plus grosse entreprise de Haute-Marne. Il y a 2200 personnes, donc forcément, il y a du monde, il y a du potentiel. Et pour louer un bien, c'est cher, alors qu'acheter, c'est beaucoup plus accessible en Haute-Marne. Mais tu veux en venir où? Qu'il y a beaucoup de gens qui achètent? Et justement, non, ça rejoint la stratégie de pouvoir acheter et louer, parce qu'on pourra louer, ça va... Moi, je pense que c'est quand même, surtout si on veut faire une machine à cash, on va se diriger forcément vers de la courte durée. Je pense qu'on pourra peut-être faire un mix entre de l'atypique et du classique éventuellement, mais c'est quand même plus simple de gérer près de chez toi que de gérer à distance. Honnêtement, c'est galère. Surtout si tu veux faire un peu de travaux toi-même, un petit peu, je dis bien. Et puis après, gérer le business. Et surtout que moi, j'y vois quand même un avantage aussi, c'est que tu as une laverie automatique. Donc ça peut être aussi intéressant à utilisation personnelle pour tes futures équipes de l'avoir éventuellement pour pouvoir gérer ton prochain immeuble que tu feras. Il va falloir lever de la dette. Il faut déjà vous dire que la rentabilité, elle se crée, elle attendra jamais sur le bon coin. Et en principe, elle n'est pas dans quelque chose qui a à réfléchir. Moi, c'est ce que j'appelle les fausses bonnes annonces, tu vois, c'est l'annonce qui est, ok, c'est pas moderne, mais c'est pas tout éclaté non plus. Donc en fait, la personne, tu vois, elle va se dire, ouais, style grand-mère. Et au final, la personne, elle se dit, attends, c'est pas un taudis non plus, je le mets pas au prix du marché parce que bon, il y a à rafraîchir. Mais en fait, c'est les pires parce que tu te retrouves avec un prix un peu hybride et au final, quand toi, t'arrives dedans investisseur, t'as tout à refaire quand même. Parce qu'en fait, l'électricité est plus aux normes, tu vas tout modifier, tu vas éclater la cuisine, tu vas éclater la salle d'eau, tu vas devoir remettre au goût du jour, le parquet il est peut-être vieux, le carrelage il est plus au goût. Donc en fait limite t'as plus de démol parce que tu dois éclater quelque chose. Ensuite toi tu vas changer, il y a peut-être plus les prises. Donc en fait tu vas tout refaire. Si c'est pour tout refaire, faut mieux que ça soit vraiment pourri, juste des murs et un plancher troué. Au moins, tu as à peine de démol à faire et là, tu repars d'un plateau vide. Et sauf que le vendeur, lui, dans sa tête, il sait qu'il va le mettre beaucoup moins cher au prix du marché parce que son logement, c'est des pigeons qui habitent dedans. Tu vois. Donc au final, au lieu de l'acheter, je suis une bêtise, 1000 € du mètre dans une ville à 2000, tu vas aller le toucher à 500, 600, 400 € du mètre et là, tu gagnes de la marge. Donc il va falloir aller chercher là-dessus. Ensuite, tu fais des travaux. Ça me permet de réduire les impôts et de créer et de diviser comme tu veux, tu vois. Moi, je pense que là, pour rentrer un peu dans le concret, et Damien, tu peux méditer un peu, moi j'ai ma petite idée, mais à la somme à peu près de projets qu'on peut aller chercher. Mais pour moi, il faut aller chercher de l'immeuble, il faut aller chercher entre 3 et 6 lots, là, je pense. Si vous voulez vraiment faire un coup ou vous voulez générer du cash et pas devoir encore passer 10 ans, tu vois, acheter des petits trucs. Là, une maison, le nu, tout ça, faut oublier, ça rapportera. De toute façon, tu l'as testé. Ça fait pas non plus du gros argent, hein, c'est des capitalisations surtout. Donc là, le but, c'est d'aller chercher du cash, donc ça passera aussi par le volume. Pour moi, un immeuble, si tu veux sortir 2000 € de cash flow, un immeuble de 5 lots qui tourne en full Airbnb et pas moins. Sinon, tu sortiras pas. Non, c'est compliqué. Si on reste dans des résultats qui sont réalistes, sur des surfaces réalistes, à l'année, si tu veux pouvoir te libérer 2000 balles de cash flow, donc ce que tu gagnes, moins les charges, moins l'eau, l'électricité, tes femmes de ménage, etc., t'es prêt, et que tu veux te sortir 2, 3, 4 cash flow, ouais, un petit immeuble, pas moins.
pas moins, sinon tu le feras pas. Et faire un immeuble de 5 lots ou faire une maison, c'est la même chose. Tu vas passer qu'une fois chez le notaire, tu vas passer qu'une fois en banque, et franchement, tu auras quand même qu'un artisan, et que tu as demandé des négociations pour faire un appart ou 5, bah tu as des prix de gros, etc. Donc tu obtiens des coûts finis qui sont quand même plus intéressants. Donc pour moi, c'est ça. L'enveloppe globale qu'on peut aller chercher, Damien. Moi en tête, j'ai entre 250 et 300. Moi, je pense qu'on peut pousser à 3,50. Entre 2,50 et 3,50. En serrant un peu les fesses, avec un beau sourire, un peu de niaque. Après, c'est vrai que la ville, moi je la connais pas, je connais pas très bien la ville où tu es. Donc ça, c'est parce que automatiquement le prix moyen du mètre carré de ta ville va impacter sur le budget. Et donc si on veut faire minimum 3 à 6 lots, bah voilà, le nombre de lots il va aussi être dépendant du prix au mètre carré moyen, parce qu'en fonction du budget total et du prix au mètre carré moyen, bah on va voir si on est plus sur les 3-4 ou si on peut aller chercher des 5-6. Donc c'est quoi le nom de la ville précis? Saint-Dizier. Et c'est combien d'habitants ça? 25 000. Lorsqu'on recherchait avec les associés, on est tombé sur des familles entières qui ont des immeubles partout dans la ville et qui cherchaient à les revendre justement parce qu'ils les avaient amortis à mort. Oui, ils les avaient amortis de fou. La rue principale appartient à une seule et même famille. Tu vas voir que dans les villes comme ça, t'as 2-3 personnes qui détiennent 60% de la ville. Souvent c'est ça. Mais bon, faut rester réaliste, chaque chose en son temps, il faut déjà lever le premier, il faut le faire tourner. Il faut garder ton job, il n'y a pas photo, sinon tu lèveras pas ça. De toute façon, là c'est le bilan, donc on rentre pas en méga détail, on va se fixer, etc. De toute façon, la prochaine étape, pour moi, si on veut vraiment être très concret sur le plan d'action, pour moi, il y a 2 actions à mener. Il y a l'action du côté des associés, où je pense qu'avant de lever le petit doigt, il faut une discussion. Donc ça je te laisse faire ça personnellement, mais si vous voulez régler les 2-3 soucis, c'est dommage parce qu'il y a quand même un peu de fric qui se perd à droite à gauche. Tu vois, t'as un appartement qui est pas occupé, t'as 120 mètres carrés de commercial qui sert à rien. Là, t'as 80 mètres carrés qui sont inexploités. Il y a moyen d'aller chercher beaucoup mieux que ça. Une négociation avec l'associé, est-ce qu'il sort, est-ce qu'il sort pas, est-ce qu'il est aligné ou est-ce qu'il est pas aligné. Parce que par contre, aller creuser votre tombe en relevant de la dette avec un associé qui... Ah, c'est ça le bas. Pour moi, faut pas lever de dette tant qu'il n'y a pas de la clarté. Et je veux pas être défaitiste, je connais pas, mais pour moi en business, il y a rarement de deuxième chance. Je te donne une expérience personnelle. Ma vision, et c'est pour ça que trouver des associés, c'est très compliqué, c'est qu'au-delà de l'amitié, c'est la vision. Et si à un moment la vision n'est plus la même, si pour X raison ça divague, bah tu vois, ça met un peu le bordel quand même. Ça met un peu le bordel. Dis-toi que tu peux pas tout acheter, c'est pas le Monopoly. Ton encours, que tu l'aies avec tes associés ou toi, il n'est pas illimité. Donc maintenant, la question c'est, tu dois choisir ta bataille. Est-ce que tu la veux pour toi et ta femme et investir pour toi et à ce moment-là, garde le max d'encours pour toi? Parce que si demain tu relèves, comme dit Jordan, 100 000 là, 80 000 là, dis-toi aussi que tu manges ton encours perso. Toi, c'est la même bassine en fait. Sauf que remanger ton encours pour des projets comme ça qui ne sont pas ultra lucratif, que tu divises en 3, versus relever 80 000 € de plus pour toi tout seul avec ta femme pour un projet où tout va t'appartenir, où tu vas pouvoir aller chercher du cash, c'est pas la même chose. Donc aujourd'hui, tu as aussi un choix de vie perso, c'est j'ai les SCI là, même si j'ai une discussion, qu'est-ce que j'en fais? Moi, au vu de ce que tu veux faire, changer de vie, pouvoir reprendre les rênes, tu m'as dit tout à l'heure, j'ai écouté, je trouve ça important aussi, tu as envie de reprendre le contrôle sur plein de tâches, etc. Aller développer les SCI, pas sûr que ça fasse sens. C'est mon point de vue, parce qu'elles seront jamais qu'à toi et elles seront de facto jamais ultra lucratives par rapport à ce que tu peux sortir, mais par contre elles ont quand même malheureusement le bénéfice de te manger de l'encours quand même. Et puis il y aura une grosse notion fiscale aussi, hein. Parce que du coup il n'y a pas de travaux, mais vous l'avez acheté en SCI. Donc je ne sais pas si tu sais comment fonctionne l'amortissement du bâti en société, mais c'est comme pour une boîte pour le coup. C'est un amortissement comptable. Ça veut dire que chaque année, tu réintègres l'amortissement à la plus-value. Donc par exemple, je te dis une bêtise, aujourd'hui ton bien il vaut 200 000, vous l'avez amorti, vous avez amorti 80% du bâti par exemple, je sais pas, sur 20 ans. Chaque année, je fais un chiffre imagé, t'amortis 10 000. Donc t'amortis 10 000 pour tes impôts, mais ton bien il vaut plus que 190. Donc imaginons demain tu le vends 250 000. La plus-value ça va être 250 moins 200. Bah à N+1 c'est 250 moins 190. Moins 180, moins 170. Donc en fait, ta plus-value elle ne fait qu'augmenter aussi en SCI. C'est pour ça que souvent on dit une SCI, c'est soit tu gardes tout le temps, long terme et que tu passes à tes enfants, etc. Soit tu fais attention d'arbitrer assez rapidement parce que c'est un amortissement comptable. Donc plus tu vas garder le bien SCI, plus vous allez vous faire ouvrir en deux à la sortie. Donc je sais pas s'il y a de la plus-value latente sur ce type de bien ou pas, mais c'est aussi une information à prendre parce qu'il faudrait pas que la plus-value de sortie vous mange vos 2-3 années d'exploitation qui sont faibles et puis que finalement bilan des opérations dans 10 ans vous avez gagné 3 clopinettes parce que vous allez en redonner fort. De toute façon le plan il est le suivant. Avec Damien on va verrouiller la ville quand même pour la prochaine fois. T'avais le prix au mètre carré du coup? J'ai le prix au mètre carré, c'est 1100 par appart pour les apparts et 1250
pour les maisons. C'est faible quand même. C'est ça, c'est un peu faible si on doit faire beaucoup de travaux. On va regarder un peu le secteur, ce qu'il y a, etc. On va analyser ça pour la prochaine fois ensemble. On va regarder les villes. Comme ça, tu regarderas avec Damien un petit peu les villes qu'il y a, ce qu'on peut faire, etc. dans le secteur. Ensuite, recherche de biens. Donc pour moi, entre projet total, on va dire à plus ou moins 50 000 de 300. Je pense que c'est quelque chose qu'on peut lever avec des travaux. Et le but, c'est de te faire un petit immeuble de rapport. Tout ce qui est de plus classique. Je sais pas comment ça peut se chercher, ça, du moins. Est-ce qu'une région est plus propice à une autre pour... Non, on va regarder les villes, justement. Avec Damien, on regardera les villes la prochaine fois. Il faut que tu restes à portée de tir, parce que sinon, c'est trop compliqué. L'atypique, forcément, on loue un peu plus cher la nuit et autres. Est-ce que la population en question est capable de mettre un peu plus qu'un logement normal pour aller passer une nuit? C'est une question intéressante. Et tu vois, je vais te l'imager pareil par expérience perso ou même chez des élèves. Là, c'est le bilan. On regarde tout et on choisit un axe d'attaque. Et ensuite, on rentrera dedans dans la prochaine session de travail justement sur la recherche de ville. La recherche de ville, quand on sait qu'on va faire de l'Airbnb, elle se fusionne à quel est ton avatar client, tu vois. Qui va être ta cible de client? Je te prends un exemple. Nous, on a eu la question sur nos suites troglodytes où on s'est dit, ok, est-ce qu'on fait un penthouse de 120 mètres carrés ou est-ce qu'on en fait 2 petites de 60? Parce que les 2 petites de 60, on va les louer 250 balles la nuit. Si on fait un gros penthouse de 120 mètres carrés, etc., ça va coûter 500 balles la nuit pour avoir la même renta. Est-ce que dans mon secteur, dans ma ville, ma clientèle peut mettre 250 ? Est-ce qu'elle peut mettre 500 ? Je suis sur la Côte d'Azur, 500, j'y vais tous les jours. Dans ma région, j'y vais pas, parce que le panier moyen, c'est trop élevé. Donc en fait, il va y avoir cet raisonnement. C'est est-ce que dans ta région, on peut se permettre de faire de l'ultra atypique qui a un panier moyen où c'est 400 balles la nuit? Probablement pas au vu du prix de la ville, mais de toute façon, la question, c'est si tu fais dans de l'immeuble classique, tu sortiras jamais un bien qui vaut ce prix-là. Donc c'est une question qui va être rapidement réglée parce que tu vas sortir quoi? Des love rooms, des thématiques un peu différentes, mais tu vas sortir ça entre quoi? Entre 20 et 80 mètres carrés. Tu vas louer ça entre 150 et 250 balles la nuit. Toutes les villes y vont. C'est le but de l'atypique. L'atypique, c'est que tu vas aller jouer un peu plus sur l'émotionnel, le côté rare. Les gens, en général, le panier moyen du nombre de nuits, ça va être une nuit, ça va être à la nuitée. Tu vas pas faire du séjour d'une semaine, c'est pas, tu vois, personne ne vient une semaine dans une love room, c'est rarissime, tu vois. Donc là, les gens, ils se payent des kiffs. Et donc, un kiff à 200 €, 220 € la nuit, bah, même dans une ville à 25 000 habitants, ça y va, tu vois, ça y va. Se pose la question, je dis comme nous les troglos, on a eu d'autres, même des élèves qui faisaient vraiment des projets qui étaient big, où là tu dis, bah non, mais ça vaut 450 € la nuit. T'as ce que ça vaut, et puis tu as ce que le marché est prêt à mettre, tu vois. Il faut pas se décorréler, c'est pour ça, recherche de ville, pour moi, c'est tout de suite avatar client. Qui est ton avatar client? Quel est le panier moyen qu'ils peuvent mettre? Et un peu aussi, il y a qui dans ta ville, tu vois. Si c'est une ville de personnes âgées, est-ce que c'est judicieux de faire une love room? Pas dit, tu vois. Mais les thématiques, c'est pas, pour moi, c'est pas ultra gênant parce que, tu sais, des fois, on se pousse à thématique. Mais tu sais, des fois, tu fais des Airbnb un peu hybrides qui sont haut de gamme, ultra quali, ultra immersifs, des fois, sans prendre parti. Et franchement, ça cartonne aussi. Ça peut cartonner. Donc, je dis pas qu'il faut pas faire de thématique. Bien au contraire, une bonne love room, un truc comme ça fonctionne toujours. Mais des fois, je préfère partir sur quelque chose qui est plus standard mais plus haut de gamme, plus qualitatif, qui répond quand même au modèle donc de l'immersion client, de l'attraction par exemple avec de la balnéo, etc. Plutôt que tu vois d'aller me foutre un thème années 80 ou un thème comme ça, j'en vois des fois où c'est le flop assuré, tu vois. Donc faut faire attention entre des fois ce que t'aimes et puis ce que le marché tu vois, va aimer, tu vois. Donc faut faire gaffe. Moi j'en vois des fois qui font des thèmes jeux vidéo, des thèmes ci, des thèmes ça. Alors moi je suis perplexe, hein, tu vois. Et on a testé même à titre perso et on en a vu plein. Bah ça sous-perf, tu vois. Ça pourrait faire mieux. Après, il y en a plein des thématiques qui peuvent fonctionner, mais des fois, je suis plus parti pris de rester dans des choses qui sont solides comme ça, plutôt que d'aller s'enfermer dans des thèmes ultra nichés, etc. On aura le temps d'y revenir, mais oui, ça fait partie des réflexions qu'il va falloir avoir avec la ville. Est-ce qu'il y a un prix intéressant de ville et est-ce qu'il y a un avatar client qui tient la route en face, quoi. Parce que, effectivement, moyen terme, long terme, si ça fonctionne, là, on aura la possibilité, la capacité de s'éloigner et que j'ai pu à tout gérer, à être à 100 mètres. Parce que je rappelle bien qu'à terme, c'est quand même qu'on puisse se rapprocher de la famille, de Metz, pourquoi pas frontière luxembourgeoise. Ça va, ça reste pas non plus très très loin. Tu pars pas dans le sud de la France. Non. Donc au cas où, ça reste quand même à 2-3 heures de portée de tir. Ça reste pas déconnant. Moi, ça me choque pas. Ça, faudra faire gérer les ménages. C'est pas toi qui vas les faire. Tu vas pas cuire les clients. Oui, parce que là, actuellement, c'est ce qu'on fait. Puisqu'on est 3, on a la chance d'être 3, on gère le ménage là. Ouais, non, ça c'est pas bien. Regarde, nous, là, on est en train de tourner. Aujourd'hui, j'ai 18 ménages dans les apparts. Je peux pas les faire. Ouais. C'est physique et tu pourras pas les faire. Et dès que tu vas mettre de l'immeuble et que tu vas prendre 5 lots là, de toute façon, factuellement, tu pourras pas tous les faire parce que tes clients vont partir à 11h, les autres vont arriver à 16h. Tu vas en avoir 8, vous avec 2 bras. Donc, et puis vous allez péter les plombs. J'ai pas une très très grosse vision forcément de ce type d'investissement, mais ça, je l'ai vite assimilé de me dire, bah, là, tant que je peux donner, il faut donner un peu de soi, tant qu'on peut le faire. Ça c'est bien, c'est une bonne mais derrière, si ça marche, il faut absolument qu'on puisse
Faudra mettre déléguer. Faudra mettre du personnel de confiance en place. Après, il y a plein de façons de les rémunérer, d'amortir ça même en nom propre, de l'amortir. Ça va réduire aussi l'imposition. Ça, c'est pas un souci, ça fonctionne. Ensuite, si on trouve de l'immeuble, soit tu as ta laverie, soit on fera une petite laverie au sous-sol ou des choses comme ça, en dépendance, etc., pour pouvoir automatiser sur site. On en reviendra en temps voulu. Mais juste pour faire la petite parenthèse là-dessus, que ça te donne un peu de clarté, à chaque fois qu'on sort un projet IMO, on l'automatise systématiquement. C'est-à-dire que, je sais pas, même si des fois tu as des petites dépendances, des petites suites, un petit garage à côté, ou même s'il n'y a pas, moi je préfère retirer 25 mètres carrés d'habitation pour faire ma buanderie et rendre le projet autonome. C'est-à-dire que ma femme de ménage, elles arrivent, les équipes. En dessous, elles ont tout. Elles ont leur lave-linge, leur sèche-linge, elles ont tout pour faire les réassorts, les produits ménagers, le café, le thé. Elles descendent, elles ont de quoi faire leur linge, elles ont leur aspirateur. Elles arrivent les mains dans les poches, elles ont tout sur place, elles repartent la main dans les poches. Mais ça a un coût de faire ça, mais ça t'achète ta tranquillité. Derrière, chaque site est autonome et toi, tu pilotes depuis chez toi, tu leur fais leur programme, tu leur fais tout, un peu comme des élèves en sport, tu vois, ok, aujourd'hui tu vas aller me faire cet appart-là, tu le prépares pour 2 personnes, 3 personnes, 4 personnes, c'est ok, basta. Et un jour ou l'autre, tu finiras même par trouver quelqu'un qui répond et qui fait ça parce que c'est chiant, mais je te le souhaite que ton téléphone sonne toute la journée. Mais si on est réaliste dans les étapes, pour l'instant, ton travail c'est celui-là, c'est de manager les équipes, mais tu peux pas aller faire le ménage, c'est impossible. C'est impossible. Très bien, c'est ce qu'on envisage. Ouais, mais de toute façon, c'est pas viable à terme. Si, je te cache pas, la réalité, elle est là et c'est la real life. Et bon, ça m'arrive presque plus, mais ça m'est arrivé il y a encore pas si longtemps que ça. Elle va être malade, elle va pas venir à Noël, elle va te lâcher peut-être à droite à gauche, ou tu vas avoir un turnover parce qu'elle va te lâcher et puis elle va pas avoir trop prévenu à l'avance et puis tu vas devoir en retrouver une autre et pendant une semaine, tu es un peu dans la panade et c'est toi qui dépanne. Ça va arriver comme tout le monde. C'est sûr, c'est un de vendre du rêve, ça va t'arriver. Mais le but, c'est quand même d'avoir 90% du temps quelqu'un qui fasse, quelqu'un de confiance et puis après, on finit par trouver la bonne personne, tu vois. Mais ça, il faut le mettre en place. Yes, ça y est, fin du bilan. Je l'attendais avec impatience parce que, avec une détermination de vouloir me lancer à fond dans le projet avec Sabrina, savoir où on va. Alors forcément, il y a eu beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à assimiler, mais au moins j'ai les bases, ça me permet d'avoir une vue d'ensemble un peu plus importante et donc ça me motive comme jamais. Il y a des doutes, mais il va falloir lutter un petit peu contre ces doutes. On est déterminé, on va avancer en couple, on va prendre le temps qu'il faudra pour apprendre les choses. Ça va aller, en tout cas, on reste motivé comme jamais. Merci pour tout, pour l'accueil et pour le bilan et on a déjà hâte de commencer.